Au fil des siècles, le passé a laissé une série de traces qui, bien que souvent invisibles, restent essentielles pour comprendre le cours de l'humanité. Dans divers coins du monde, des vestiges et des objets anciens nous racontent des histoires oubliées, offrant un aperçu unique de la façon dont les civilisations des temps anciens vivaient, pensaient et interagissaient. Chaque nouvelle découverte est une pièce de plus du puzzle qui forme notre histoire commune. Numéro 1. La découverte d'une tablette romaine rare en France. En janvier 2023, un groupe d'archéologues en France fouillait d'anciens puits et latrines lorsqu'ils ont trouvé une tablette romaine en bois avec des inscriptions encore visibles grâce aux restes d'eau salée. Cette découverte était la plus remarquable parmi d'autres objets tels que le bois, le cuir, la céramique et les restes organiques. Ils datent tous de la période comprise entre le 1er et le 3e siècle après JC. Il est rare que des morceaux de bois soient conservés enterrés aussi longtemps, mais dans ce cas, la forte humidité du sol a permis leur préservation, peut-être liée à la présence de latrines. Malheureusement, l'inscription est très délavée et ne peut pas être lue actuellement. Cependant, comme il s'agit d'une découverte récente, il sera peut-être possible de la déchiffrer à l'avenir avec des techniques de codage modernes. Numéro 2. Dans le centre de la France, les archéologues ont découvert une ancienne nécropole celtique à Creuzier-le-Neuf, un petit village qui à l'âge du fer était un carrefour stratégique entre les territoires des différents peuples gaulois. Lors d'une fouille menée en 2022, plus de 100 tombes ont été trouvées dans un enclos funéraire d'environ 650 mètres carrés. Bien que le sol acide ait empêché la préservation des restes squelettiques, de nombreux objets métalliques ont été récupérés, dont beaucoup en excellent état, tels que des bracelets, des fibules et d'autres ornements personnels. La chose la plus frappante à propos de la découverte était 2 épées vieilles de plus de 2000 ans, toujours avec leur fourreau d'origine. L'une d'entre elles, richement décorée de volutes, d'ocelles, de croix gammées et de cabochons peut-être en pâte de verre, est considérée comme l'une des épées celtiques les mieux conservées d'Europe. Même les symboles étaient identifiés sur la feuille, tels qu'un cercle et un croissant de lune. La seconde épée, plus sobre, était également bien conservée et avait des traces de tissu attachées à son fourreau. Ces objets se distinguent non seulement par leur qualité technique et esthétique, mais aussi par ce qu'ils révèlent sur les personnes qui les possédaient. Les armes, comme les bijoux, étaient probablement des signes de statut, de pouvoir ou de prestige au sein de la communauté. Leur inclusion dans les tombes suggère qu'ils avaient une valeur symbolique qui transcendait leur fonction pratique, peut-être représentaient-ils une protection dans l'au-delà ou marquaient-ils le rôle social du défunt. De plus, la découverte aide à mieux comprendre les croyances, les hiérarchies sociales et les pratiques funéraires des Celtes de l'âge du fer. Grâce à un travail de conservation méticuleux, nous pouvons aujourd'hui observer des détails qui seraient autrement restés cachés, et ainsi reconstituer plus clairement comment ces anciens peuples de la Gaule ont vécu et sont morts. Numéro 3. Lors d'une fouille archéologique dans la ville d'Orléans, en France, 21 anciennes tablettes de plomb ont été découvertes dans un cimetière datant de l'époque gallo-romaine. L'un d'entre eux, particulièrement remarquable, a été trouvé dans une tombe du IIe siècle et contenait un texte rare écrit en langue gauloise, une langue celtique qui a continué à être utilisée longtemps après la conquête romaine. Très peu d'exemples écrits de cette langue nous sont parvenus, de sorte que la découverte est d'une valeur exceptionnelle. Ce type de tablette, connu dans l'Antiquité sous le nom de Fiction, était utilisé dans diverses régions du monde gréco-romain dans le cadre d'expressions rituelles ou de demandes symboliques. Ils étaient généralement écrits sur des feuilles de plomb, un matériau facile à travailler et durable. La pièce trouvée a été soigneusement enroulée et placée à côté du défunt. Afin de pouvoir le lire sans l'endommager, des techniques de conservation avancées et des images numériques spéciales ont été appliquées qui ont révélé l'écriture à peine visible. Le texte, une combinaison de mots en gaulois, en latin et en grec, est en cours d'analyse par des experts en langues anciennes, qui ont déjà commencé à traduire certains fragments. Bien que la signification complète soit encore à l'étude,
Les premières analyses indiquent qu'il contient une liste de noms propres, peut-être des personnes mentionnées dans un contexte symbolique ou rituel. La découverte permet non seulement d'élargir les connaissances sur la langue gauloise, mais offre également une fenêtre unique sur la pensée et les pratiques culturelles des communautés gauloises romaines. Numéro 4. Des fouilles récentes dans la région de Yanghe, dans le nord-ouest de la Chine, ont mis au jour ce qui est considéré comme la plus ancienne selle du monde, datée entre 724 et 396 avenue Jésus-Christ. Cette découverte, qui précède d'au moins 500 ans les selles précédemment connues, offre une nouvelle perspective sur l'évolution de l'équitation et l'importance des chevaux dans les sociétés anciennes. La chaise, en cuir, a été retrouvée dans la tombe d'une femme d'une quarantaine d'années, peut-être une nomade de la culture Subexi. Sa conception, bien que rudimentaire, montre une compréhension avancée de l'ergonomie et de la fonctionnalité, offrant un confort à la fois au cavalier et au cheval. Cette découverte suggère que la domestication et l'utilisation des chevaux pour l'équitation étaient plus avancées à cette époque qu'on ne le pensait auparavant. En outre, il souligne la pertinence de la région de l'Asie centrale en tant que centre d'innovation dans les technologies équestres, ce qui a pu influencer l'expansion et la mobilité des cultures nomades. Cette découverte élargit non seulement nos connaissances sur les anciennes pratiques équestres, mais souligne également la sophistication des cultures de l'âge du fer en Asie centrale. La conservation de la chair offre une occasion unique d'étudier les techniques de fabrication et les matériaux utilisés à cette époque, offrant une fenêtre sur le passé de l'humanité et sa relation avec les animaux. Numéro 5. La civilisation de la vallée de l'Indus. Également connue sous le nom de civilisation arapéenne, a prospéré entre environ 2600 et 1900 avant JC dans ce qui est aujourd'hui le Pakistan et le nord-ouest de l'Inde. C'est l'une des plus anciennes civilisations du monde et se distingue par ses techniques d'urbanisme avancé, son architecture et ses systèmes d'eau et d'assainissement. Des villes telles que Harappa et Mohenjo-Daro ont été construites avec un haut degré de planification. Ils avaient des rues droites, des systèmes de drainage sophistiqués et des structures en briques bien organisées. Les maisons étaient faites de briques cuites uniformes et beaucoup avaient des salles de bain et des systèmes d'égouts. Les bâtiments publics comprenaient des granges et des bains communs. L'économie de cette civilisation était basée sur l'agriculture, le commerce et l'artisanat. Ils cultivaient du blé, de l'orge et des pois, et élevaient des animaux tels que des bovins et des moutons. Le commerce était très actif, non seulement localement, mais aussi avec des régions éloignées comme la Mésopotamie. Ils utilisaient des timbres pour marquer les marchandises et disposaient d'un système normalisé de poids et de mesure. L'un des plus grands mystères de cette civilisation est son écriture, qui n'a pas encore été déchiffrée. Il se compose de brèves inscriptions sur des sceaux et des tablettes d'argile, ce qui rend difficile d'en savoir plus sur leur société, leur religion et leur gouvernement. La civilisation de la vallée de l'Indus a commencé à décliner vers 1900 avenue Jésus-Christ, peut-être en raison du changement climatique, de catastrophes naturelles ou d'invasions. Bien que de nombreux aspects de son histoire restent méconnus, ses progrès en matière d'urbanisme et de technologie sont encore admirés aujourd'hui. Numéro 6. Notre premier mystère est entièrement américain, bien qu'avec une touche viking. Dans tout l'État de l'Oklahoma, des pierres uniques ont été trouvées dans les champs et les terres agricoles. Ceux qui croient en leur authenticité affirment qu'ils sont la preuve d'une occupation viking ancienne et non documentée dans la région. Cependant, les sceptiques les considèrent comme de simples faux du XIXe siècle, créés à une époque où l'histoire et l'iconographie viking étaient en vogue. Pour ajouter à la confusion, l'une de ces pierres, connue sous le nom de pierre unique Evner, a été découverte en 1923 et on pense qu'elle est l'œuvre d'un immigrant scandinave au XIXe siècle. Une autre pierre similaire trouvée à la même époque est attribuée aux Amérindiens plutôt qu'aux Vikings. En d'autres termes, certaines de ces pierres ont une valeur artistique ou historique, mais pas pour les raisons que beaucoup pensent. En 2007,
L'archéologue Lyall Thompson a effectué une analyse détaillée de plusieurs de ces pierres uniques et a conclu que certaines d'entre elles n'ont pas de traduction en vieux norrois. D'autres se sont avérées être de simples roches sédimentaires avec des motifs naturels, et d'autres encore étaient des faux évidents. Cela suggère qu'ils ne venaient probablement pas d'une tribu viking perdue dans le temps, bien que cela ne puisse pas encore être complètement exclu. Numéro 7. Le mystère de la coupe de Lycurgue. Il n'y a pas de réponse unique à la question de la couleur de la coupe de Lycurgue. Selon l'angle sous lequel il est vu et l'éclairage qu'il reçoit, il peut sembler être de deux couleurs différentes. Cette relique vieille de 1600 ans a déconcerté ceux qui l'ont vue pendant des siècles. La tasse était faite de verre dichroïque, un matériau qui réfléchit la lumière de différentes manières. Si elle est éclairée par l'arrière, la couronne semble verte, mais si la lumière tombe directement sur sa surface, elle acquiert un ton rouge intense. L'artisan qui l'a créée comprenait presque certainement les effets du verre qu'il utilisait, bien qu'il ne connaisse probablement pas la science derrière son comportement optique. Les archéologues n'ont jamais trouvé d'autres pièces similaires, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la fragilité du matériau. Cela soulève la question suivante. S'agissait-il d'une création unique d'un ancien maître verrier romain? Peut-être que quelqu'un, il y a des siècles, a compris le potentiel du verre et a su le transformer en quelque chose de vraiment beau. Numéro 8. En 1999, un investisseur immobilier à la retraite nommé Hubert Zettler a affirmé avoir découvert un temple mégalithique sous l'eau, au large de la côte de Saint-Julien, sur l'île de Malte. Le site de la prétendue découverte est maintenant connu sous le nom de Garbe. Cependant, certains archéologues ont rejeté l'idée qu'il s'agit d'un temple, affirmant qu'il ne s'agit de rien de plus qu'une formation rocheuse naturelle. Malgré cela, une exploration archéologique complète de la région n'a jamais été menée, et personne ne semble savoir pourquoi. La crédibilité de Zettler a également été affectée par son association avec Zecharia Sitchin, qui a promu la théorie des anciens astronautes et a écrit sur l'existence de la planète mythique Nibiru. De plus, Zettler a prétendu avoir été guidé vers la découverte par la déesse Astarté, reine de l'Atlantide, ce qui n'a pas aidé son récit à être pris au sérieux. Pour aggraver les choses, les plongées ultérieures n'ont pas permis de localiser le temple présumé, pas même celle auquel Zettler lui-même a participé. Nous aimons garder l'esprit ouvert, mais la véracité de cette histoire reste très discutable. Numéro 9. L'énigmatique tablette de Kish. La tablette de Kish, un artefact en calcaire découvert dans l'ancienne ville sumérienne de Kish en Irak, a suscité la confusion quant à la date exacte de sa découverte. Certaines sources suggèrent que c'était en 1923, tandis que d'autres mentionnent 1933. Les scientifiques ont daté la tablette de la période d'Uruk, il y a plus de 5000 ans. Selon la plupart des experts en langues et cultures anciennes, il est considéré comme le plus ancien document écrit au monde, ce qui en fait une découverte d'une grande importance. Cependant, l'écriture sur la tablette, qui est partiellement pictographique, semble être un type de proto-cunéiforme. La traduction des inscriptions dans ce système reste un défi considérable, ce qui indique que le déchiffrage de leurs messages nécessitera de nouveaux progrès dans l'étude des langues écrites anciennes. Par conséquent, bien qu'il soit fort probable que la tablette de Kish contienne des informations précieuses, il n'est toujours pas certain que nous puissions un jour comprendre pleinement son contenu. Numéro 10. Le trésor de Citonne. En novembre 2013, Laurence Egerton, passionné de détection de métaux, s'est rendu dans un champ près de chez lui à Citonne, dans le Devon, en Angleterre, avec son détecteur à la main. À son retour, il découvrit l'une des plus importantes trouvailles de pièces de monnaie romaine jamais trouvées dans les îles britanniques. Au total, Laurence a récupéré 22 888 pièces du IVe siècle, toutes frappées entre les années 300 et 348, faites d'un alliage de cuivre.
La plupart d'entre eux datent du règne de l'empereur romain Constantin et du règne conjoint de ses fils, Constance II et Constant. Il y a eu un débat sur qui devrait prendre possession des pièces après que Laurence ait signalé la découverte. Finalement, ils se sont retrouvés au Royal Albert Memorial Museum d'Exeter. Laurence a reçu une somme d'argent pour sa découverte, et sa collection est connue aujourd'hui sous le nom de Chopon Treasure. Numéro 11. Préparez-vous à trinquer à une découverte révolutionnaire dans le monde du vin. Des chercheurs ont trouvé des traces de ce qui pourrait être le vin le plus ancien du monde au fond de récipients en terre cuite à l'intérieur d'une grotte en Sicile. Cette découverte révèle que la production et la consommation de vin en Italie remontent à plus de 6000 ans, repoussant d'au moins 3 millénaires la date précédemment estimée du début de la vinification dans la région. Contrairement aux découvertes précédentes qui ne démontraient que la culture de la vigne, cette recherche a identifié de véritables résidus de vin. Les échantillons ont été prélevés dans des jarres de stockage de la fin de l'âge du cuivre, trouvés en 2012 dans une grotte calcaire sur le mont Cronio, près de Sciacchia, sur la côte sud-ouest de la Sicile, et ont été datés du 4e millénaire avant Jésus-Christ. La présence d'acide tartrique et de son sel, connu sous le nom de crème de tartre, a confirmé que les récipients étaient utilisés pour contenir du vin. Cette découverte est importante car elle représente la plus ancienne preuve de résidus de vin dans toute la préhistoire de la péninsule italienne. Ainsi, la prochaine fois que vous dégusterez un verre de vin italien, rappelez-vous que vous participez à une tradition avec des milliers d'années d'histoire. Une vraie gorgée du passé. Numéro 12. L'ancien char de l'Arménie. Vous n'avez pas besoin d'être un scientifique pour savoir que le bois pourrit avec le temps. Les artefacts en bois ont beaucoup moins de chances de survivre des milliers d'années que ceux fabriqués dans d'autres matériaux. Pour cette raison, la découverte de cette charrette en bois est encore plus remarquable. Le véhicule, presque complet, a été retrouvé sur les rives d'un lac près du village de L'Chachan, en Arménie. Étonnamment, il a près de 4000 ans, ce qui en fait l'un des plus anciens chars du monde et certainement le mieux conservé de son genre de cette époque. En décembre 2017, près d'une douzaine d'autres charrettes à 4 et 2 roues ont été découvertes dans la région. Bien qu'aucun d'entre eux n'ait été aussi bien conservé que le premier, leur découverte était tout aussi importante. Tous les chariots étaient entièrement en chêne et avaient autrefois un revêtement en tissu sur la surface intérieure des roues. En plus de leur âge, un autre aspect qui a surpris les experts était la taille de certaines de ces voitures. Il a été spéculé qu'au lieu d'être tirés par des chevaux ou des béhufs, certains auraient pu être tirés par des personnes, ce qui aurait été un travail éreintant. Numéro 13. Miroir avec des messages d'il y a 2200 ans. Aujourd'hui, les gens se moquent de ceux qui ornent leurs réseaux sociaux ou les murs de leur maison avec des phrases motivantes telles que « vivre, rire, aimer ». Cependant, cette habitude n'est pas nouvelle. Depuis des temps immémoriaux, l'humanité a gravé sur des objets des pensées tout aussi éculées. Un exemple en est une collection de 80 miroirs en bronze découverte en avril 2021 dans un cimetière de la province du Shaanxi, en Chine. On pense que les tombes d'où proviennent ces miroirs appartiennent à la période des royaumes combattants, ce qui signifie qu'elles ont environ 2200 ans. Bien que de nombreuses tombes aient été pillées dans l'Antiquité, les miroirs sont restés intacts, peut-être en signe de respect. Les archéologues modernes n'avaient pas de telles réserves et les ont récupérés à l'endroit où elles avaient été placées à côté des têtes des défunts. Certains miroirs avaient encore des traces de soie, ce qui suggère qu'ils étaient enveloppés dans des sacs en soie avant les funérailles. Des miroirs ont été trouvés dans les tombes des hommes et des femmes, indiquant que leur signification symbolique était universelle. Parmi les phrases gravées sur ceux-ci, on trouve des vœux tels que « bonheur éternel »,« vivre longtemps dans la mémoire » et « richesse pour ma famille ». Numéro 14. La ville d'Arwad est située sur une île également appelée Arwad dans la mer Méditerranée.
C'est la seule île habitée de la région et abrite également un mur qui a été décrit comme une véritable merveille de l'ingénierie ancienne. Il s'agit de l'ancienne muraille mégalithique d'Arwad, également connue sous le nom de muraille d'Aridius et de muraille de Ruad. Aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose, mais des preuves archéologiques suggèrent qu'il y a des milliers d'années, le mur entourait toute l'île, qui appartient aujourd'hui à la Syrie. L'histoire de l'île est incertaine et entourée de mystères, mais les archéologues affirment que des preuves suggèrent qu'elle a été colonisée par les Phéniciens il y a environ 4000 ans, après quoi elle est devenue un royaume indépendant appelé Arvad ou Aridus. À un moment donné, c'était la seule république du Levant gouvernée par son propre peuple plutôt que par un monarque. Le mur était et est toujours un exemple incroyable de l'architecture cyclopéenne, mais nous n'avons aucune idée de la façon dont il a été construit. La fabrication et le transport des pierres ont dû être difficiles, mais les empiler de cette manière a dû être impossible pour les gens de l'époque. Numéro 15. Nous pourrions passer le reste de cette vidéo à parler des mystères de la technologie égyptienne ancienne, mais nous voulons nous concentrer sur un seul exemple de celle-ci. Si vous suivez le Nil au sud de l'Égypte, vous finirez par atteindre une île appelée l'île Éléphantine. Presque toute l'île est un site archéologique actif, mais la structure la plus fascinante et la plus bizarre est une boîte en pierre de granit solide. Il est symétrique et poli pour une finition lisse. Quiconque a travaillé avec la pierre sait que le granit est l'un des matériaux les plus difficiles à travailler en raison de sa dureté. Nous sommes censés croire que les anciens Égyptiens, travaillant il y a plus de 4000 ans, ont sculpté et modelé cette boîte en n'utilisant rien de plus que les outils à main en bronze que nous savons qu'ils avaient à leur disposition à l'époque. Le bronze, pour éviter tout doute, est plus doux que le granit. Si vous deviez essayer de tailler le granit avec du bronze, le bronze céderait avant le granit. Alors, comment est-il possible que les Égyptiens aient sculpté la mystérieuse boîte en granit de l'île Éléphantine ? La seule réponse logique semble être qu'ils avaient accès à une forme de technologie plus avancée dont nous ne sommes pas au courant. Numéro 16. Découvert en 1885, le Wolf's Egg Iron est un artefact mystérieux qui défie les explications conventionnelles et a captivé les chercheurs et les passionnés. Cet objet intrigant a été trouvé dans un gisement de charbon vieux de 20 millions d'années à Wolf's Egg, en Autriche. Également connu sous le nom de cube de Salzbourg, il se caractérise par 4 côtés plats, 2 côtés convexes et une rainure profonde qui entoure son centre. La caractéristique la plus frappante du fer Wolf's Egg est son âge apparent. Il était incrusté dans du lignite tertiaire, un type de charbon qui s'est formé il y a des millions d'années, soulevant de profondes questions sur la technologie historique et le progrès humain. Comment un objet en fer aussi précis a-t-il pu se retrouver dans un gisement de charbon aussi ancien ? Cet artefact a donné lieu à des spéculations quant à savoir s'il pourrait être la preuve d'une civilisation avancée qui existait avant notre compréhension historique actuelle. Alternativement, il pourrait s'agir d'une anomalie naturelle extraordinaire ou d'un processus géologique inhabituel. Le fer Wolf's Egg continue de fasciner les scientifiques et les chercheurs, qui se consacrent à la découverte de son origine et de sa signification. La quête de compréhension de cet objet énigmatique ouvre de nouvelles possibilités d'exploration et défie les limites de nos connaissances, nous encourageant à réexaminer les hypothèses historiques et scientifiques. Numéro 17. Poursuivant sur le thème des anciennes réalisations technologiques gravées dans la pierre, nous avons le Galviareia, qui est parfois aussi connu sous le nom du Tama. Il s'agit d'un temple massif sculpté dans la roche dédié au Bouddha et situé dans l'ancienne ville de Polonnaruwa, au Sri Lanka. Les archives historiques indiquent qu'il a été sculpté sous le règne de Parakramabahu Ier, au XIIe siècle. Au cœur de cette création massive, qui est à la fois un lieu de culte et une œuvre d'art, se trouvent 4 statues en relief du Bouddha sculptées directement dans le visage d'un rocher de granit. Le temple comporte également une grotte artificielle à l'intérieur de laquelle se dresse une statue d'un grand personnage assis, dont l'identité est inconnue. Il y a aussi une figure assise plus petite et une figure allongée,
qui sont également inconnus, mais ne sont pas censés représenter le Bouddha. Cependant, ils sont considérés comme les meilleurs exemples survivants de sculptures anciennes dans le monde. Parakramabahu le premier a convoqué une congrégation de moines à cet endroit pour purifier le sacerdoce bouddhiste, après quoi il a rédigé un nouveau code de conduite pour chacun d'entre eux. Tout cela est consigné dans des inscriptions que l'on peut encore lire sur le site. Numéro 18. Le sous-viking des hommes. Le penny viking pour homme, également connu sous le nom de pièce Gardet, est un artefact fascinant qui a suscité un débat sur d'éventuels contacts transocéaniques précolombiens. Cette pièce est un penny d'argent norvégien de l'époque d'Olaf Kyrre, qui régna en Norvège entre les années 1067 et 1093. L'histoire du penny de Men a commencé en 1957, lorsqu'il aurait été trouvé lors d'une fouille à Blue Hill, Maine. Cette découverte a soulevé des questions sur la façon dont une pièce de monnaie norvégienne s'est retrouvée à Maine. Une théorie suggère qu'il pourrait s'agir des premiers voyages vikings en Amérique du Nord avant la célèbre expédition de Christophe Colomb en 1492. Les Vikings, connus pour leur esprit d'exploration, ont établi des colonies au Groenland et ont exploré certaines parties de l'Amérique du Nord vers le Xe siècle. L'idée d'un contact précolombien a gagné en crédibilité dans les années 1960 avec la découverte de la colonie viking de Lance aux Meadows, à Terre-Neuve, qui a fourni des preuves tangibles de la présence nordique en Amérique du Nord. Bien que Mennes Penny soutienne l'idée de l'exploration viking, son authenticité et son origine sont encore débattues. Certains soutiennent qu'il aurait pu perdre ou prendre des hommes par le biais du commerce, tandis que d'autres soupçonnent une possible fraude ou des erreurs d'attribution. Quelle que soit son origine, Mennes Penny ajoute de l'intrigue à l'histoire des premières explorations et des contacts interculturels, soulignant la complexité de la reconstruction du passé et la nécessité d'une analyse archéologique, historique et scientifique minutieuse. Numéro 19. En parlant de grands monolithes, jetons un coup d'œil à la pierre occidentale. Il y a un indice sur son emplacement et son nom, il s'agit d'un bloc de pierre de taille qui forme un élément clé du niveau inférieur du mur occidental à Jérusalem. C'est la plus grande pierre du tunnel du mur occidental et aussi l'un des plus grands blocs de construction de toute description dans le monde. La face exposée de la pierre occidentale mesure 13,4 mètres de long et 3,4 mètres de haut. Il est impossible de déterminer sa largeur ou sa profondeur car il est enterré dans le mur. Une étude menée en 2006 a suggéré qu'il pourrait atteindre 2,4 mètres de profondeur, mais ces résultats ne peuvent pas être vérifiés. Si la mesure projetée est correcte, la pierre devrait peser environ 300 tonnes. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le mur occidental et les pierres qui ont été taillées pour le construire, mais il est juste de supposer qu'il a été créé à l'époque hérodienne, ce qui le rendrait un peu plus vieux que 2000 ans. Il est presque impossible d'en découvrir davantage en raison des règles strictes qui régissent l'activité archéologique à l'intérieur et autour du mur. Numéro 20. Le disque de Festus est un artefact ancien qui pose une énigme fascinante d'un passé lointain. Découvert dans les ruines du palais minoen de Festus, sur l'île de Crète, ce disque est orné d'une série de symboles mystérieux qui ont déconcerté les érudits pendant des décennies. Leur but et leur signification n'ont pas encore été clairement interprétés, car les efforts pour déchiffrer les symboles n'ont pas abouti à des conclusions définitives. Les symboles du disque de Festus sont disposés en spirale, et leur signification exacte est encore débattue. Plusieurs théories ont émergé sur les fonctions possibles du disque. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une forme d'écriture précoce, peut-être utilisée pour enregistrer des informations importantes ou transmettre des messages. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un artefact religieux ou rituel à but cérémoniel au sein de la société minoenne. Il a également été spéculé que le disque pourrait avoir été utilisé comme une forme de divertissement ou de jeu, similaire aux jeux de société anciens. Le disque de Festus reste l'un des vestiges les plus intrigants de la civilisation minoenne, reflétant sa sophistication intellectuelle et culturelle.
Ces symboles non déchiffrés continuent de captiver les historiens et les archéologues, qui sont attirés par la nature énigmatique de l'artefact. Ce disque est un puissant rappel des limites de notre compréhension et du potentiel de découverte future sur les cultures anciennes, tout en soulignant la complexité des premières civilisations et en inspirant l'exploration continue des mystères de l'histoire humaine, offrant un aperçu d'un passé qui reste partiellement caché par le temps. Numéro 21. L'astrolabe est un instrument ingénieux du monde antique qui permettait aux astronomes de naviguer dans le ciel nocturne et de mesurer les positions célestes avec une précision remarquable. Développé par des érudits grecs, l'astrolabe est un modèle sophistiqué de l'univers. Il se compose d'un disque circulaire, généralement en bronze ou en d'autres métaux, méticuleusement gravé avec des marques célestes, des échelles et des mesures. Ce disque représente une version à l'échelle de la sphère céleste, avec la Terre positionnée en son centre. L'astrolabe était un outil polyvalent utilisé par les astronomes, les navigateurs et les mathématiciens à travers l'histoire pour déterminer la position des étoiles, suivre les mouvements des planètes et prédire les événements astronomiques. Sa conception permettait aux utilisateurs d'effectuer des observations et des calculs précis en fonction des positions des corps célestes. Au fil du temps, l'astrolabe a connu une évolution importante, incorporant les avancées de diverses cultures. Au cours de l'âge d'or islamique, il est devenu un instrument essentiel pour l'exploration scientifique, reflétant la soif inextinguible de connaissances sur le cosmos. Aujourd'hui, bien que la technologie moderne offre des méthodes plus avancées pour étudier l'univers, l'astrolabe reste un symbole des premiers progrès scientifiques. Leur héritage est un témoignage de la curiosité humaine et de la quête permanente d'exploration et de compréhension de l'univers, rappelant les progrès extraordinaires réalisés en astronomie grâce à ces instruments primitifs.